18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dominique Régnier nous a rejoint. Bonsoir Dominique Régnier, directeur général de la Fondation Fondapol. La France a relevé son niveau d'alerte attentat après l'assassinat d'un professeur à Arras, après aussi de multiples alertes à la bombe, aujourd'hui dans les aéroports, dans des gares, dans des lycées. Comment est-ce que vous qualifieriez l'atmosphère dans notre pays ? Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que quand on regarde l'évolution de ce phénomène terroriste islamiste, spécifiquement, et le nombre d'attentats, puisque ça a commencé en 1979, je ne vais pas bien sûr faire le détail, mais simplement, on ne voit pas bien que la période la plus intense, c'est maintenant. D'accord. C'est-à-dire que sur cette longue période 1979-2023, les 3/4 à l'échelle du monde, comme de la France, les 3/4 des attentats ont eu lieu depuis 2012. Donc il y a une première accélération qui est le 11 septembre et on voit déjà monter fortement le nombre d'attentats et le nombre de victimes, mais la vraie haute intensité, si je puis dire, c'est 2012. Voilà. En France, ça correspond aux attentats de Mohamed Merah. Ça correspond à ça, voilà. À l'échelle du monde, c'est autre chose, mais c'est une espèce de... D'ailleurs, Mohamed Merah lui-même était en réalité pris dans une forme d'accélération. Il était un symptôme de cette accélération dramatique du terrorisme islamiste. Alors, vous avez étudié les chiffres à la Fondapol. Sur 81 pays, plus de 210 000 personnes sont mortes. Et parmi ces pays, la France est le pays le plus touché. Il y a eu 58 attentats depuis 2012. Voilà, le plus touché de l'Union européenne. Comment est-ce qu'on explique cela ? Je pense que ça s'explique par des raisons qui tiennent à notre singularité. Par exemple, je crois que le rôle de la France dans le monde, même s'il a beaucoup diminué, est une des causes. La France est impliquée dans des conflits, de moins en moins, mais elle était impliquée dans la police, au fond, du monde. Et ça lui valait cette agressivité, cette opposition. Je pense aussi qu'il y a le modèle français de la laïcité, qui est frontalement antinomique avec l'islam, qui est une religion politique. Et donc, s'en prendre à l'État français, c'est s'en prendre à un État qui refuse toute invasion de l'espace public et de l'espace politique par la religion. Je pense aussi que l'esprit français, cette moquerie, cette caricature, qui est désagréable quand on a des convictions religieuses, mais qui nous caractérise aussi, a été d'ailleurs à l'origine du drame, du massacre de la rédaction de Charlie Hebdo en 2015. Mais je pense que c'est ça les principales raisons. Je ne veux pas être maladroit, mais je ne crois pas beaucoup à l'argument du passé colonial. Je ne dis pas que ça ne joue pas. Ça joue dans le cas particulier de l'Algérie, sans doute. Donc, il y a eu une phase de terrorisme islamiste algérien. Mais quand on voit que ce qui est arrivé au Danemark, à la Suède, ne pouvait pas s'expliquer par ce type de passé. Et donc, c'est plus, je trouve, une justification a posteriori qu'une explication historique et politique. On voit que les professeurs sont particulièrement visés parce qu'ils transmettent le savoir, parce qu'ils sont ceux qui sont, encore une fois, censés sortir les élèves de l'ignorance et de l'obscurantisme. On a eu Samuel Paty, on a eu Dominique Bernard à Arras. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, s'est exprimé hier à l'Assemblée nationale en disant, voilà, ça va, la tolérance, ça va. Il parlait notamment des incidents lors de l'hommage à ce professeur. J'aimerais qu'on écoute les mots qu'il a employés et je vous passe la parole ensuite. Pour les cas les plus graves, plusieurs dizaines d'entre eux qui relèvent de l'apologie du terrorisme, je le dis, j'ordonne ce jour l'exclusion de ces élèves dans l'attente des procédures disciplinaires qui se tiendront. À un moment, la tolérance, ça va, la bienveillance, ça va, et le pas de vague, c'est fini. Voilà, le pas de vague, c'est fini, la tolérance, ça va, la bienveillance, ça va, Dominique Régnier. C'est tout à fait pertinent de dire ça. C'est vraiment ce qui était attendu depuis longtemps. Ce qui est étonnant, c'est de voir le temps qu'il a fallu à la classe politique pour comprendre qu'il fallait adopter une telle attitude. Nous l'aurions anticipé, nous l'aurions fait plus tôt avec ces mots. Il faut qu'il y ait cette clarté, cette fermeté dans les mots. Vous voyez la réaction même des élus. Ce sont ceux qui font la loi, qui ont l'air enthousiastes parce que enfin... On dit que ça n'est plus acceptable. On a peut-être 20 à 25 ans de retard dans cette réaction. Et pendant ce quart de siècle, beaucoup de ce qui va nous causer des problèmes, qui nous en cause et qui va nous en causer, s'est mis en place à bas bruit, s'est installé dans les milieux sportifs, puisqu'on en parle aussi beaucoup. Il y a l'entrisme dans les milieux sportifs. Mais voilà. Et puis même la diffusion d'une forme d'irrespect de ce qu'est notre système politique. Dès lors que, en réalité, ce que les politiques n'ont pas compris, ça pourrait changer, je l'espère, parce que nous avons une mentalité désarmée.
nous ne comprenons pas que c'est en étant craint que nous sommes respectés. Ça a toujours été comme cela. Ça n'est pas en étant bienveillant. Et nous avons fait assaut de bienveillance pour arriver à dissuader ceux qui ne nous aiment pas de nous faire du mal. C'est vraiment un malentendu total. Et je crois que nous avons une classe politique qui a baigné dans une espèce d'esprit bienveillant en imaginant que ça allait désarmer, qui s'est fait aussi un peu mener par le bout du nez. Je pense aussi par des postures, des discours qui les ont trompés sur la réalité d'un phénomène. Une question de Geoffroy Lejeune. Oui, vous avez un pouvoir considérable, Dominique Régnier, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais vous avez fait un travail exceptionnel avec la Fondapol sur le cas du Danemark il y a quelques temps. Pour la question de l'immigration, vous avez en fait un peu révélé à la France, à l'opinion publique française et puis aussi aux décideurs qu'il y avait des modèles qui marchaient, qu'il y avait des choses qui étaient possibles de faire alors qu'on a l'impression qu'ils sont frappés d'impuissance sur ce sujet. Et donc sur la question de l'islamisme et du risque terroriste, moi ma question c'est est-ce que vous avez vu un modèle intéressant et est-ce que, parce que juste après votre exemple du Danemark de Olivier Véran était allé dire que c'était exceptionnel, donc est-ce que vous pourriez inspirer un modèle à notre gouvernement ou pas? De toute façon, ce qui est pertinent dans le modèle danois, c'est l'idée qu'il faut une fermeture. Ouais. C'est-à-dire que... De la frontière. Oui, il faut contrôler l'entrée. C'est un élément fondamental, de base, mais qui ne contredit pas l'ambition humaniste, puisque le principe de l'accueil, c'est de décider d'ouvrir ce qui est fermé. Donc si ce n'est pas fermé, on ne peut pas accueillir. Les gens rentrent, passent, mais on ne peut pas dire qu'on les accueille. Donc il y a quelque chose de très fort dans cette position danoise. Et les Danois ont une histoire très glorieuse d'accueil et de bienveillance, justement. Mais ils ont aussi cette capacité à dire il faut fermer pour sélectionner qui peut venir et dans quelles conditions, pour donner à ceux qui viennent, qui nous rejoignent, des devoirs, surveiller le respect de ces devoirs. Donc tout un échange qui en réalité est très valorisant pour la personne accueillie, en réalité. Et non pas cette idée que plus nous serons généreux, plus on sera reconnaissant. Non, nous sommes acceptés, nous sommes même désirés comme communauté d'appartenance lorsque nous montrons des principes, lorsque nous montrons une mécanique qui fait que si vous venez, si vous vous intégrez, vous serez bien accueillis. Donc il y aura une forme d'effort qui vous est demandé et vous serez ensuite reconnu dans l'effort que vous aurez déployé. Vous aurez donc réussi. C'est déjà une façon de récompenser ceux qui nous rejoignent. Et donc c'est tout ce modèle-là. Mais c'est un modèle très profond. Je pense qu'on n'a pas le temps de le détailler, mais il mobilise les collectivités locales, les entreprises chargées de former ceux qui arrivent pour un travail. Il y a du mentorat d'élus, de chefs d'entreprise. L'apprentissage de la langue. L'apprentissage de la langue. C'est aux frais de ceux qui arrivent, comme en Allemagne. Tout ça, ce sont des signes qui... Quand c'est connu à l'avance, parce que c'est connu à l'avance, les gens savent ça, les gens qui sont candidats au départ savent, eh bien si vous venez, c'est que vous êtes là en connaissance de cause et vous allez faire des efforts pour être accepté. Si vous avez un système, comme encore le nôtre est aujourd'hui, extrêmement, laxiste, eh bien vous avez nécessairement des personnes qui viennent parce que c'est facile, parce qu'il n'y a pas de raison de vous rejeter. Et donc, on fait une espèce de tri, bizarrement, mais comme une sélection négative. Et ça fait que le démarrage est raté. Donc, l'arrivée a peu de chance absolument rien. Avec Revel, une petite question. Moi, j'ai gardé le petit bouclet sur la politique migratoire au Danemark que j'ai chez moi. C'est vrai que ça avait frappé les esprits. Mais juste une question. Tout à l'heure, vous rappeliez que la France était sans doute en Europe le pays qui a subi le plus d'attentats. Vous aviez essayé de lister les facteurs qui expliquaient cette situation dramatique. Vous avez exclu le facteur colonial. Est-ce que le fait que ce pays soit le pays des droits de l'homme, même si le droit de l'homisme, on a vu les dérives que ça impliquait, c'est pas aussi un facteur qui peut expliquer que la barbarie islamiste, en fait, s'en prenne à un pays qui incarne, justement, historiquement, les droits de l'homme? Je ne peux pas exclure ça, que nous soyons visés, parce que, en fait, le problème, mais là, il y a des spécialistes, et je n'en suis pas, mais le problème de ce terrorisme, de ce djihadisme mondial, c'est qu'il y a des acteurs qui déclenchent, qui orientent, qui définissent le rythme aussi. Il peut y avoir des cas individuels, mais c'est plutôt rare quand même. Des acteurs mondiaux. Pardon ? Des acteurs mondiaux. Des acteurs mondiaux. Donc il y a des pays comme l'Iran, il y a des réseaux, il y a le Hamas, il y a des réseaux qui jouent, il y a les frères musulmans. Et donc eux peuvent avoir un agenda élaboré
en disant si on frappe la laïcité à la française, on avance. Si on frappe l'humanisme juridique, on avance. Si on affaiblit ce pays qui a cette prétention de donner un modèle en matière de droits humains, c'est une cible légitime. Ça peut jouer effectivement un rôle, mais ça suppose donc de se situer, et il faut sans doute aussi le faire, hein, au niveau de ceux qui sont capables de déclencher des vagues comme nous sommes en train peut-être d'en vivre. Justement, c'est la grande crainte des autorités françaises. On a relevé, je le disais, notre niveau de vigilance attentat. Est-ce que ce qui se passe actuellement, les massacres en Israël, ce qui se passe à Gaza, peut générer des passages à l'acte dans notre pays, ou est-ce qu'il n'y a même pas besoin de ça en réalité ? Non, je pense qu'il faut le faire. Ce serait vraiment irresponsable de ne pas élever le niveau de vigilance. Il y a quelque chose qu'on peut mesurer de toute façon déjà, ce sont les actes antisémites. Qui sont nombreux, c'est rapporté d'ores et déjà par la représentante de la communauté juive et par le ministère de l'Intérieur, donc ça nous le savons, c'est un bon indicateur. Hein. Ça veut dire que directement il y a un lien qui est fait avec l'évolution du conflit en ce moment et la recherche de cibles en France qui correspondraient à une expression de ce conflit. Donc là on a bien la nécessité de préserver tout particulièrement ce pays de ce type de comportement. Vous avez fait aussi un travail sur les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Vos chiffres sont éloquents. La France est le pays qui en prononce le plus de ces obligations de quitter le territoire français, mais qui en réalise le moins. C'est-à-dire que sur la période 2015-2021, nous avons seulement exécuté 12% de nos OQTF contre 43% sur l'ensemble de l'Union européenne. Notre droit est inefficace, paralysé par des instances supranationales, Dominique Régnier ? On a au moins deux grands types de problèmes. On a un droit national aussi, hein, qui complique la tâche des autorités qui veulent expulser ou contraindre un individu à retourner d'où il vient. Et donc ça suppose une loi qui réforme tout cela. Ça fait aussi très 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 longtemps que c'est demandé. On est en train d'en parler, on a l'impression qu'on va progresser. Il faut voir le détail parce que c'est pas sûr que ça progresse beaucoup. Espérons que ça progressera quand même. Et puis nous sommes avec des pays qui nous traitent mal de ce point de vue-là. Il y a des contentieux avec les pays de départ, en particulier avec l'Algérie, qui est très connue pour refuser systématiquement les laissez-passer consulaires. Qui permettent d'expulser. Voilà, parce qu'on ne peut pas expulser quelqu'un dans un pays si le pays en question ne délivre pas un laissez-passer consulaire. Donc il faut être deux pour expulser, si je puis dire. Et nous n'avons pas ces laissez-passer consulaires. Donc nous avons une espèce de situation très inégale, très asymétrique, qui nous place dans une position terrible. Mais là, sur l'Algérie, je trouve que nous sommes coupables parce que la position de l'Algérie, et cette position qui permet ce comportement tout à fait injuste de ne pas délivrer de laissez-passer consulaires, peut se régler par la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968. C'est un accord d'État à État. Ça ne concerne pas la justice française ni l'Union européenne. Il suffit de le décider. Et nous n'avons plus cet accord qui facilite la venue des Algériens en France, qui ne les oblige pas à parler français, qui a plein d'avantages pour le regroupement familial, qui leur permet de faire des allers-retours. Enfin, c'est vraiment un gros morceau de notre problème. Cette dénonciation du traité franco-algérien, on a publié une note de Xavier Driancourt à ce sujet, serait d'une part un morceau de la solution, il faut plusieurs morceau, c'est un morceau de la solution. Et d'autre part, je crois que comme on le voit avec Gabriel Attal, ça donnerait aux Français le sentiment qu'enfin, on fait des choses significatives, on les entend, et il est particulièrement important aujourd'hui de les encourager en manifestant de tels signes. Quels sont les partis qui pourraient tirer profit de cette situation ? On va juste écouter un tout petit extrait de ce qu'il disait Jordan Bardella pour voir à l'aune des élections européennes qui se profilent qui pourrait évidemment arriver en tête. Écoutez-le. À terme, il faudra évidemment se rassembler. Et je pense que le Rassemblement national, avec la dynamique qu'on incarne aujourd'hui, qui est la seule en capacité de gagner après Emmanuel Macron, elle doit pouvoir permettre de fédérer des gens qui viennent d'autres horizons politiques. Le seul souci, si vous voulez, c'est que bien souvent, ce sont ces personnes-là qui ont quitté le Rassemblement national. Marion Maréchal, elle a quitté le Rassemblement national pour se présenter contre le Rassemblement national. Elle est aujourd'hui donnée à 5%. Et on voit, c'est vrai, dans l'histoire de notre famille politique, que tous ceux qui ont voulu exister à côté de notre
notre famille politique ou contre notre famille politique, en fait, ces aventures personnelles ont jamais marché. Et moi, j'essaie de dire une chose très simple à tous ces patriotes sincères. C'est qu'à un moment donné, il faut choisir le camp de ceux qui peuvent gagner. Voilà, pour Jordan Bardella, le Rassemblement national peut être ce pôle d'attraction des droites ou pas, Dominique Régnier? Jordan Bardella, tout le monde le sait, a beaucoup de talent. On commence à avoir un défaut, je trouve, il surjoue la victoire. C'était déjà perceptible après sa rencontre avec Emmanuel Macron. Là, on le sent aussi, il est dans une position, en fait, qu'il ne doit pas avoir en ce moment. Et donc ça peut, je dirais, amener des déconvenues. Et sur le plan plus global, le Rassemblement national... Et sur le plan plus global... bénéficie. Aujourd'hui, il bénéficie. Logiquement, ce sera profitable pour le Rassemblement national, au moins aux européennes. Mais attention, parce que il y a deux facteurs que je voudrais indiquer. C'est d'une part... si le gouvernement se met à durcir sa politique parce qu'il comprend enfin que c'est ce qu'il faut faire, je pense que ça va freiner l'élan. Ça peut aussi le briser. Par exemple, s'il dénonce l'accord franco-algérien, c'est une des raisons pour laquelle il faut le faire. Et deuxièmement, Marine Le Pen, c'était la déclaration que j'ai entendue de sa part, je ne sais pas si elle a révisé son jugement récemment, indiquant qu'elle ne voterait pas la loi immigration parce que ce n'était pas assez. Ça, ce n'est pas une bonne idée, je trouve. Parce qu'elle ne peut pas ne pas être au rendez-vous législatif. Elle est au Parlement maintenant avec beaucoup de députés. À chaque fois qu'on peut avancer, même un peu, et puis dire ensuite que ça ne va pas. Je crois que ça, c'est quelque chose qui pourrait lui être... C'est valable pour les LR aussi. Oui. Hein, c'est valable pour les LR aussi, mais je ne les avais pas cités parce qu'ils n'ont pas ce niveau électoral. Mais c'est valable pour les LR aussi de la même façon. Bon, voilà, ça c'est dit. Merci beaucoup Dominique Régnier d'être venu ce soir dans Punchline, directeur général de la Fondapol. Merci Geoffroy Lejeune, merci Éric Revel. Dans un instant, sur Europe 1, Hélène Zélani pour l'information et sur CNews, Christine Kelly et ses débatteurs pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes. À demain.